Privé contre public, ou plutôt privé et public, c'est le thème de la table ronde qui s'ouvre maintenant. Nous avons à nos côtés 3 intervenants. Madame Dominique Boulanger, qui est présidente du groupe hospitalier privé Ambroise Paré, lequel regroupe 3 établissements de santé à Neuilly-sur-Seine. À sa gauche, le docteur Michel Chassan, qui est vice-président du Conseil économique, social et environnemental, ancien président de la Confédération des syndicats médicaux français et de l'Union nationale des professions libérales. Et également M. Frédéric Bizard, qui est économiste de la santé, professeur d'économie à l'ESCP et président fondateur de l'Institut Santé. Alors pourquoi ce sujet ? Vous avez certainement vu passer ces dernières semaines un nouvel élément d'actualité qui a ravivé, si l'on peut dire, la guerre publique-privée. On va voir s'il s'agit vraiment d'une guerre d'ailleurs. L'actualité, c'est que les tarifs hospitaliers pour l'année 2024 ont été fixés il y a quelques semaines, donc le 26 mars en l'occurrence, et la décision a été prise donc par le ministère de la Santé d'augmenter les tarifs de l'hôpital public de 4,3% cette année et ceux des cliniques privées de 0,3%. Donc sans commune mesure. Les cliniques privées donc estiment qu'il s'agit là d'une discrimination inédite pour elles. De son côté, la Fédération hospitalière de France, qui regroupe les hôpitaux publics, évoque la situation critique également des finances des hôpitaux publics. Voilà un petit peu le contexte. Frédéric Bizard, je m'adresse à vous en premier lieu. Assiste-t-on à une guerre sans fin entre le public et le privé qui aurait été ravivée à l'occasion de ces tarifs? Alors, merci de m'avoir invité. 2 mots sur ce que j'ai entendu avant, parce que c'est lié à ça aussi, et sur lequel j'ai beaucoup d'estime pour les hauts fonctionnaires qui étaient là avant, mais j'ai quand même un désaccord profond, et je ne pense pas être le seul à avoir. C'est-à-dire sur ce sentiment que le modèle vers lequel nous sommes en train d'évoluer, les réformes qui sont faites depuis 30 ans, vont dans le bon sens, avec une reprise en main étatique extrêmement forte, où vous n'avez plus qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de l'administratif, sans aucun autre pouvoir. Ça, c'est la mort de notre modèle. J'essaye de travailler sur les modèles de façon à voir les plus adaptés en fonction des cultures des pays. Bon, si je défends le modèle universel, solidaire, mixte, public-privé à la française, c'est que je pense qu'il est le mieux adapté à la société française, qui est très attachée à l'égalité des droits et à la liberté des individus. Bon. Donc, quand j'entends que finalement, cette prise de pouvoir de l'État, du national jusque dans les territoires, j'étais d'ailleurs enfin heureux d'entendre qu'on nous dit que ces PTS sont des structures administratives qui n'ont rien d'autre que d'avoir un contrôle administratif le plus proche possible des choses, puisque c'est le projet, mais je vois qu'on le dit maintenant. Donc cette démédicalisation totale de l'organisation de notre système de santé et avoir tué la démocratie sociale et sanitaire sont incompatibles avec le modèle à la française. Encore une fois, mais il faut juste le dire. Donc on va vers quel modèle si on va au bout? Et allons au bout. C'est un modèle à l'anglaise, c'est-à-dire un modèle étatique. Et je vais en venir à votre sujet, sur lequel vous avez d'un côté un service public délivré exclusivement par le secteur public et de l'autre côté un secteur privé financé par le secteur privé. Donc c'est là, et je comprends que les hauts fonctionnaires qui ont participé depuis 30 ans à l'évolution de ce modèle vers celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même dans un état, et là il y a un déni du diagnostic désastreux, je pense qu'on le partage tous, comité d'alerte il y a 10 jours, comité d'alerte sur les finances, parce que je pense que le déclencheur de la nécessaire refondation, ça sera la finance sur la chose. Je ne sais pas si c'est la crise sanitaire, j'espère que c'est la crise sanitaire, mais on a vu qu'on est revenu comme avant, mais je pense que c'est l'état dégradé des finances. Lisez l'avis du comité d'alerte, qui dit mais arrêtez les rallonges budgétaires sans mesures structurelles. Vous êtes en train de tuer l'hôpital public. Sur la chose. Bon. Alors, sur votre question, c'est qu'il y a toujours une logique, parce que chaque partie est partie d'un tout. Chaque partie est partie d'un tout. Donc, cette mesure-là, j'ai envie d'en dire 2 choses. Elle est dans un tout qui est de dire, finalement, le secteur privé n'a pas tellement besoin d'argent public, et l'argent public, c'est quand même pour le secteur public,
qui va si mal que ça, qu'il faut absolument sauver, parce que comme on ne veut pas faire la réforme systémique en santé, on essaie de garder le couvercle sur la marmite. Et le moyen de le garder, c'est quand même par un financement sans considération. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, tout ce que l'on peut enlever au secteur privé, mais ce n'est pas propre au secteur hospitalier. Moi, je défends les deux secteurs avec autant de conviction sur la chose, parce qu'on le verra peut-être après dans les solutions. Moi, je suis pour un service public généralisé qui inclut tout le monde. Bon. Donc, cette mesure-là, elle est là pour essayer de trouver un équilibre budgétaire avec cette profusion d'argent public dont a besoin le secteur public. Bon. La deuxième chose, c'est quand même, elle est idéologique, cette mesure-là. C'est qu'encore une fois, elle a vocation à sortir, si possible, le secteur privé du modèle universel. Parce que certains défendent ce modèle-là. Et c'est une question éminemment politique. C'est une question qui se pose pour les libéraux aussi. On voit bien qu'on est à la veille des conventionnements et autres. Et tout ça est vu plutôt d'un bon œil. Troisième et dernière chose, moi je vois dans toute situation une opportunité, c'est qu'il serait quand même urgent de revoir le process de définition des tarifs, qui est une boîte noire absolument totale, qu'on découvre du jour au lendemain, y compris les mieux informés dans le chose, qui est tout sauf scientifique, qui est avant tout, on le voit, idéologique, et qui est tout sauf démocratique. Madame Boulanger, donc suite à l'annonce de ces tarifs, de ces hausses de tarifs très, très inégales, la Fédération de l'hospitalisation privée a appelé à une grève des cliniques à partir du 3 juin et rappelle que 40% du parc des cliniques sont en déficit et que le résultat net moyen du secteur est inférieur à 1% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que non, les cliniques n'ont pas des marges mirobolantes et sont elles aussi en difficulté budgétaire. Quel est votre sentiment en tant que dirigeante d'un groupe de cliniques? Comment allez-vous vous-même réagir? Allez-vous vous mettre en grève début juin? Alors, tout d'abord, bien sûr que je me mettrai en grève. Il n'y a pas de raison que la solidarité ne s'exerce pas totalement à l'intérieur de l'hospitalisation privée. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, l'hospitalisation privée et les médecins libéraux font une grande conférence de presse justement sur ce sujet et sur la grève du mois de juin. La première chose, c'est de dire pourquoi tant de haine pour l'hospitalisation privée, parce que je crois que l'hospitalisation privée n'a pas failli à ce qu'on lui a demandé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de soigner les malades, de les soigner bien et au meilleur coût, puisque la santé a de toute façon un prix, quoi qu'on dise. Donc aujourd'hui, l'hospitalisation privée veut se mettre en grève parce qu'un 0,3 de tarif n'est pas acceptable et ne nous permettra pas ni de consolider nos comptes en fin d'année, ni surtout ne nous permettra d'investir. Pour ceux qui vont le mieux, ne pourra même pas investir, puisque par exemple, moi, j'ai comme objectif habituel d'investir 6% de mon budget par an, 3% pour le maintien de l'outil de travail et 3% pour l'amélioration de l'outil de travail par des investissements, de nouveaux scanners, de nouveaux IRM ou de nouveaux robots ou de nouvelles instrumentations. Donc aujourd'hui, le coût que l'on fait à l'administration, à l'hospitalisation privée, c'est un coût terrible parce qu'en fait, si on voulait nous empêcher de continuer à travailler, eh bien je crois qu'on ne ferait pas mieux. Et si c'est pensé aujourd'hui qu'en faisant ce coût à l'hospitalisation privée, ça va améliorer l'hospitalisation publique, je pense qu'on se trompe et qu'on se trompe vraiment gravement. On a parlé d'hospitalisation. Au niveau du secteur libéral aussi, les médecins libéraux se sentent actuellement remis en question. Michel Chassan, vous avez été un fervent défenseur de l'exercice libéral. Aujourd'hui, vous avez pris de la hauteur dans vos nouvelles fonctions. Mais est-ce que tout cela illustre toujours cette guerre privée-publique qui persiste, quelle que soit l'époque? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. D'abord, une phrase qui me paraît importante, c'est que le mot privé est à relativiser, dans la mesure où on repose sur un financement quand même qui est largement collectif et mutualisé, aussi bien par l'assurance maladie que les complémentaires. Donc il faut quand même relativiser les choses. On n'est pas en France, certains diront Dieu merci, d'autres diront dommage, mais on n'est pas dans un système privé pur et simple, tel que d'autres pays le connaissent, donc on n'est pas dans ce cadre-là.
Deuxièmement, cette guerre, il semblerait se mettre en place, et de notre temps, franchement de notre temps. Parce que les enjeux sont vraiment ailleurs. Les enjeux sont sur la qualité des soins, sont sur l'optimisation du système de santé, sur le travail en collaboratif en toutes les formes d'exercice, etc. Donc vraiment, les enjeux sont tout à fait ailleurs. Et ça rejoint d'ailleurs un dossier et un sujet qui a été évoqué dans une table ronde précédente, c'est le sujet de la démocratie en santé. Parce que vraiment, on a, à ma connaissance, jamais vraiment posé la question aux Français. Vous l'avez fait dans votre sondage, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un véritable débat sur la santé dans ce pays pour que réellement on puisse faire des choix. Alors ceci étant dit, on a un équilibre qui est assez fragile entre d'une part le financement collectif, socialisé que j'ai décrit sommairement, et un système d'offreurs de soins qui lui est divers, privé, avec les limites que j'ai précisées, et libéraux. Libéral, privé, bon, libéral pour les médecins, privé pour l'hospitalisation, enfin, ce sont que des mots, tout ça. Et cet équilibre fragile est rompu aujourd'hui. Il est rompu par la décision délibérée, semble-t-il, de provoquer ce déséquilibre entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Donc moi, je m'interroge sur les raisons. Je ne comprends pas bien les raisons. Certes, on en avance, mais je ne suis pas sûr que les raisons avancées soient les réelles raisons. Parce que derrière ces décisions, il y a effectivement concepts politiques qui sont évidents pour moi, mais qui ne sont pas exprimés frontalement et sincèrement. Et ça me pose un problème. Après, le sujet que vous avez évoqué, c'est le sujet de la médecine de ville, que je connais un peu plus, même si maintenant je me consacre à des choses un peu plus larges que cela, et notamment la prévention, notamment le vieillissement, etc. Ce sont mes domaines d'activité actuellement. La médecine va mal. Le système de santé, globalement, il va mal. Et un système de santé dans lequel les professionnels qui exercent vont mal, ben, ne peut pas aller bien. Hein. Donc il y a un vrai sujet. Alors, je ne vais pas décrire, je ne sais pas, sauf si vous m'en donnez le temps, il ne reste plus que 12 minutes, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a un manque de reconnaissance évident qui est ressenti par les professionnels. Il y a une dévalorisation qui est en route. Et, comment vous dire, la valeur, un symbole, la valeur faciale des honoraires, faciale, je ne dis pas la réelle, faciale des honoraires médicaux, en particulier des médecins généralistes, elle n'est pas en rapport avec l'échelle des services, elle n'est pas en rapport avec ce qu'on rencontre dans d'autres secteurs. Donc il y a un sujet de valorisation et d'impression de la part du corps médical. Alors il parle de mépris, faut-il aller jusque-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, de ne pas les considérer à leur juste valeur. Il y a un système conventionnel qui commence à dater. 1971, on est en 2024, je pense qu'il a besoin d'être dépoussiéré, il est un peu à bout de souffle, on a une balkanisation de la représentation syndicale, notamment chez les médecins, mais pas que, qui est extrêmement préoccupante, on a des pénuries à tous les étages, la plus visible c'est les fameux déserts médicaux, mais il n'y a pas que. Il y a des pénuries vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau donc évidemment du nombre de médecins en totalité, que ce soit au niveau des rendez-vous, que ce soit à l'hôpital public ou en privé, enfin bref, il y a une impression, et c'est très bien décrit dans votre sondage, hein, il y a une impression de la part du public que finalement, eh bien, le système de santé recule et que l'accès aux soins recule. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, eu égard quand même aux sommes considérables qui sont consacrées à ce système-là. Et pour finir, un dernier mot, on a un système qui me semble, moi, fait plus que me sembler d'ailleurs, j'en ai la certitude, qui est sous-financé. On a un système qui est sous-financé et on peine donc à le financer. D'abord, on a une prévention inexistante, on en parle. Les colloques, le nombre de colloques auxquels j'ai assisté sur la prévention est impressionnant, et vous tous certainement comme moi. Mais on ne fait qu'en parler, concrètement on ne fait rien. Hein. Et sur le sujet de vieillissement sur lequel je travaille beaucoup, par exemple, eh bien, on sait que si
on prévenait les chutes, notamment chez les personnes âgées, mais on réaliserait des économies extrêmement importantes. La Cour des comptes a chiffré 1,5 milliard. Enfin, tout ça, on a des chiffres, on a des études qui ont été faites. Le problème, c'est qu'on manque de décisions politiques. Et donc, on a beaucoup de difficultés à financer ce système de santé. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la solution, eh bien, on continuera à faire des colloques et on continuera, évidemment, c'est toujours très intéressant de discuter. Mais moi, j'ai l'impression que sur les 25 dernières années, sur des sujets que je connais assez bien, on fait plutôt du circulaire, on tourne en rond, plutôt que d'avancer. Et ça, c'est un vrai problème. On manque de direction et on manque de volonté politique pour avancer dans la bonne direction. Vous avez dit, Dr Chasson, que la fixation très différenciée de ces tarifs cette année cachait certainement une intention quelque part qui n'est pas dite, qui n'est pas exprimée. Est-ce que cette intention, c'est de remettre en cause notre modèle de protection sociale tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'universalisme de l'offre, l'universalisme du financement à partir de la sécurité sociale, avec la solidarité telle que nous la connaissons, la liberté de choix des citoyens aussi. Et est-ce que c'est ça l'enjeu au fond qui n'est pas dit? Et puis le sondage CSA tout à l'heure qui nous dit quand même que 6 Français sur 10 n'excluent pas une privatisation du système de santé. Bon, où allons-nous? Où allons-nous avec tous ces indices? Alors, on est sur une ligne de crête, en fait. C'est très compliqué à gérer. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. On est face à un système de santé qui est mutualisé et qui bénéficie d'un financement public extrêmement important. Et d'autre part, on a un système de distribution qui est mixte. Et c'est compliqué de gérer cet équilibre. On est sur une ligne de crête. On peut soit basculer d'un côté qui est la privatisation, soit basculer vers un autre côté qui est l'étatisation. Or, on a un système qui, jusqu'ici, est savamment dosé entre l'étatisation, qui concerne une partie du système, et la privatisation qui est pas totale, qui concerne l'autre partie du système. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fait les vrais choix. On n'a pas fait de choix. Alors, la question qui a été posée dans ce sondage est très intéressante. Les Français y répondent, ils disent, ouais, ils envisagent, enfin, c'est une solution qui leur paraît pas complètement saugrenue d'une privatisation. Moi, personnellement, j'ai quelques réserves sur le sujet, mais enfin bon, on peut évidemment en discuter. Moi, je crois qu'on a un système qui est extrêmement vertueux, qui, sur ses fondements même, repose sur un égal accès aux soins pour tous, avec un financement socialisé il n'a pas du tout vieilli dans le concept. Mais en revanche, il mériterait évidemment d'être revu dans l'application concrète. Et pour cela, évidemment, il y a plein de solutions. Plutôt que d'affronter le public et le privé, pourquoi ne pas les faire travailler ensemble? Pourquoi ne pas les faire coopérer? Les coopérations publiques-privées, c'est quelque chose qui peut marcher, notamment dans les équipements lourds. La coopération entre les différents professionnels de santé, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes, entre les médecins et les autres professions de santé, entre le public et le privé. Enfin, tout ceci, évidemment, peut fonctionner pour peu qu'on s'en donne les moyens et pour peu qu'on mette en place une vraie politique plutôt que d'opposer les uns par rapport aux autres. Et moi, je sais un petit peu, quand même avec une certaine expérience, que quand on veut opposer les uns aux autres, c'est pour mieux régner. Hein? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas régner en matière de santé, parce qu'on est là sur une préoccupation absolument essentielle des Français. Ils le disent dans tous les sondages. Eh bien, si c'était essentiel pour eux, pourquoi ne pas leur donner la possibilité de faire des choix? Et on vient de faire une convention citoyenne sur la fin de vie, à laquelle j'ai largement contribué. Jean-François Delfrécy en a parlé tout à l'heure. Donc, on rendra la copie, si j'ose dire, au président de la République demain. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer qu'on fasse la même chose, ou de façon différente, auprès des Français pour faire les vrais choix en matière de santé? Et j'ajoute, c'est mon dernier mot, c'est que les Français font confiance, donc, effectivement, aux professionnels également. Donc, ils pensent que les professionnels ont leur mot à dire dans l'organisation et dans l'avenir du système de santé. Mais moi, je crois vraiment à ça. C'est pour ça que je suis un fervent défenseur du système conventionnel,
qui allie à la fois les représentants des financeurs, que sont les caisses d'assurance maladie, avec l'État qui est jamais très loin, évidemment, comme toujours, et les représentants des professionnels. C'est un système qui, sur les fondements, est parfaitement d'actualité. Malheureusement, là aussi, il a un peu vieilli et il faudrait un petit peu le remettre au goût du jour. Donc la collaboration, si on estime que la collaboration entre le privé et le public est possible et qu'il faut aller de l'avant dans ce sens-là plutôt que d'opposer les secteurs, Madame Boulanger, vous pouvez en témoigner, la collaboration est possible, ça peut fonctionner sur le terrain? Ça fonctionne sur le terrain, ça fonctionne tous les jours. Je dois avoir au moins une trentaine de conventions avec les hôpitaux publics du secteur, ou jusqu'à Argenteuil et même dans les départements hors Île-de-France. J'ai des conventions avec l'assistance publique de Paris. J'en ai signé hier, et pour la mettre en place dès le 1er juillet. Donc on a des conventions qui fonctionnent au niveau des professionnels. Aujourd'hui, je pense que l'État nous met dans un guêpier qui va nous coûter peut-être beaucoup d'argent, qui va peut-être coûter la survie d'un certain nombre d'entre nous, qui va coûter forcément des déboires au niveau de la qualité de la prise en charge d'un certain nombre de malades, parce que je pense qu'aujourd'hui, le privé ne peut pas faire sans le public, mais le public ne pourra pas faire non plus sans l'hospitalisation et toutes les organisations privées. Et que c'est affaiblir le système de santé, alors que c'est vrai qu'il souffre déjà pas mal, mais on peut dire quand même de notre système que pour l'instant, la prise en charge de la santé des Français est maintenue à n'importe quel prix pour les professionnels, mais sûrement pas à n'importe quel coût pour l'État. Et donc aujourd'hui, je pense que les conventions sont possibles, que demain, on peut continuer à fonctionner, à condition que les rapports idéologiques ne bouffent pas, excusez-moi du terme, mais les bonnes énergies des uns et des autres. J'ai signé un contrat il n'y a pas très longtemps donc, de notre centre de recherche privé avec la recherche de l'assistance publique pour financer des bourses pour des étudiants aux États-Unis. Le problème, c'est que je pense que les étudiants vont rester aux États-Unis parce que les États-Unis leur font des ponts d'or pour les garder. Donc c'est quand même un peu décourageant, mais c'est quand même des choses qui doivent avancer et qu'on doit continuer à se battre pour les avoir. Et que je pense que la majorité des praticiens du privé ou du public se regardent quelquefois avec envie. Je ne suis pas certaine qu'ils aient raison. Je pense que très franchement, ils travaillent de la même façon pour la même reconnaissance ou non-reconnaissance de temps à autre, mais ils ont la reconnaissance du public et des gens qu'ils ont soignés. Au niveau national, comment faire pour faire progresser ces états d'esprit, pour casser les silos? Peut-être un peu moins d'énarchie, alors que M. Revel est un énarque et beaucoup d'autres le sont. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fais sûrement la plus grande de mes provocations parce que celle-ci me tient à cœur et souvent. Peut-être trop d'énarques tue la possibilité de progresser parce que c'est comme s'il n'y a plus que de l'État, et bien l'État nous tuera. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les professionnels se ressaisissent de leur pouvoir et de leur pouvoir de décision sur l'avenir de la santé de demain. Monsieur Bizard, on va... Non, mais allez-y. Vous voulez... Voilà, casser les silos, faire évoluer les états d'esprit, et puis dans un contexte où peut-être des grands équilibres sont remis en cause, où peut-être les complémentaires sont amenés à monter en puissance. La remise en cause de la prise en charge des affections de longue durée, ça a été évoqué de nouveau il y a quelques semaines, puis abandonné. Est-ce que le système est en train de basculer? Bon, d'abord, je voudrais terminer sur une note d'optimisme quand même. Et comme vous venez de le dire, notre système de santé, quand même, c'est comme la phrase qui dit, que quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me rassure. Et quand on regarde à l'extérieur et dans d'autres pays, qu'on voyage un petit peu, on s'aperçoit qu'on a un système de santé qui est pas si mal que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer. Et donc notre rôle, c'est évidemment de le critiquer pour le faire améliorer, pour qu'il avance dans le bon sens. Mais il faut aussi quand même avoir à l'esprit que tout n'est pas noir. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les trois.